Bonjour la communauté de YouTube et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'étude du protocole DMX 512 utilisé dans les systèmes d'éclairage. Alors peut-être que vous êtes comme moi, il y a quelques mois, je me suis mis à me renseigner sur le DMX et à un moment donné, j'en suis venu à me sentir un peu idiot, un peu bête, un peu incompétent et je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai beau me renseigner, j'arrive pas à comprendre exactement de quoi il en ressort. Vous vous posez peut-être la question, vous aussi, est-ce que je suis trop idiot ou incompétent pour comprendre ce protocole? La réponse à cette question, elle est non, vous n'êtes pas trop bête, ni trop idiot, ni incompétent. C'est juste qu'on vous a toujours très mal expliqué jusqu'à aujourd'hui les détails du protocole. En fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet, j'ai lu beaucoup de pages web, et je peux dire que les trois quarts de ce que j'ai vu ou lu était vraiment de mauvaise qualité. En tout cas, pas suffisamment expliqué clairement que pour que je puisse comprendre de quoi il en ressort exactement. Donc je dis pas que tout est mauvais, hein, mais vraiment les trois quarts étaient en dessous de la plaque d'un point de vue pédagogique. Donc moi je peux aujourd'hui dire cette phrase sans hésiter, que le protocole DMX, c'est pour moi un des protocoles les plus simples à comprendre, et pourtant c'est celui qui est le plus mal expliqué sur Internet. Alors c'est parti, hein, voici ce qu'on va voir. Je ne vais pas vous lire tous les détails. Si j'ai pas trop la flemme, je ferai un time scripting donc de chaque partie. Et donc nous sommes partis, on y va pour la définition du DMX. Que signifient les lettres DMX? DMX, ça veut dire Digital Multiplex. On va regarder les deux termes qui sont utilisés. Le terme multiplex, ça désigne un système permettant de faire transiter plusieurs signaux ou flux d'informations simultanément sur un même canal de communication. Donc vous devez retenir qu'on va avoir affaire à des paramètres qui circulent dans un seul câble, dans un même câble. Alors pourquoi c'est digital? Tout simplement parce que ça utilise le format binaire pour envoyer les données. Donc le format binaire, c'est le format de base électrique, hein, donc c'est 0 et 1. Donc avec ces deux valeurs, on sait déjà transmettre beaucoup d'informations. Donc c'est absence de courant pour 0 et présence d'un courant pour 1. Et on a toute une série comme ça de bits, comme on dit, donc qui transmettent l'information. Alors, une définition du protocole DMX, ça pourrait être la suivante. Le DMX, c'est un protocole standardisé pour permettre de contrôler efficacement des appareils lumineux, mais aussi de plus en plus des appareils d'effets spéciaux. Alors quand je dis standardisé, c'est justement, ça veut dire qu'on pourra alors avoir la situation où plusieurs constructeurs fabriquent chacun leurs appareils et que grâce à cette norme de communication, les appareils vont tous bien fonctionner entre eux, même si j'ai des marques différentes qui sont dans un même départ DMX. Alors, très important dès à présent, il faut bien savoir que les Anglais, ils appellent tous les appareils qu'ils mettent dans un départ d'éclairage, ils appellent ça des fixtures. C'est un terme important parce que c'est un terme que vous allez retrouver dans des logiciels ou dans des consoles. Donc voilà, les appareils d'un circuit DMX, c'est les fixtures. Alors le DMX est devenu petit à petit la référence dans le domaine des éclairages de scène, et cela depuis 1986 quand l'ESTA en a fait la première publication. L'ESTA, c'est l'Entertainment Services and Technology Association. C'est un organisme américain qui a maintenu et standardisé le protocole DMX internationalement. Je vous ai mis d'ailleurs ici quatre pages de cette norme. En fait, vous pouvez les retrouver sur Internet si vous faites une petite recherche. Et donc, si vous êtes féru d'informatique et d'électronique, vous allez trouver dedans tous les détails concernant l'implémentation de cette norme. D'ailleurs ici dans la page 17, on voit un détail qui explique la trame des différentes données, comment les données sont envoyées. Mais pas d'inquiétude, je vais y revenir. Alors, le DMX, on l'associe souvent aux appareils lumineux, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a un tas d'appareils qui sont aussi contrôlés, manipulés, contrôlés par ce protocole, notamment les machines à fumée, à brouillard, les machines à bulles, les robots de scan, les machines à mousse, les machines à confetti, les lasers aussi, et aussi des machines assez impressionnantes, c'est les sparkling machines, les machines à étincelles, et même des machines à feu. Donc voilà, l'éventail des appareils contrôlés par DMX est toujours en train de s'étoffer.
Et ici, je précise que dans cette vidéo, je vais juste bien détailler le protocole de base du DMX 512. Hein. Donc, je vais parler vraiment des concepts fondamentaux et je ne vais pas parler de l'évolution qu'a subi le DMX ces dernières années parce que, bien entendu, certaines scènes devenant très grandes, le DMX a évolué et il a notamment pris, il a envahi aussi la scène du réseau Ethernet. Et c'est pour ça que sont apparues des nouvelles normes qui sont ARTNet et SASCN, mais je ne vais pas en parler ici parce que bon voilà, il faut bien se limiter à la base pour commencer. Alors, première slide très importante de toute cette vidéo. Vous avez ici une vue d'ensemble de ce qu'est le protocole DMX. C'est super important cette slide. Le DMX, c'est quoi? C'est un maître, donc une console, un PC avec son éclairagiste derrière. Et ce maître, donc cette console, va envoyer en permanence 512 paramètres. Et ces paramètres donc ont chacun une valeur qui va de 0 à 255. Et donc ce tableau de 512 paramètres est envoyé en permanence à tous les esclaves qui sont à la queue leu sur un départ DMX. D'accord ? Alors, il faut bien comprendre, donc quand je dis 512 paramètres, c'est ce que les Anglais appellent les channels. Donc le DMX, en envoyant 512 paramètres, on parle bien des 512 channels. Et encore une fois, je vais me répéter parce que c'est hyper important, chaque valeur, chaque paramètre contient une valeur qui varie de 0 à 255. D'accord ? Alors, il faut bien comprendre que ce protocole est unidirectionnel, ça va toujours du maître vers les esclaves. Et ici, vous voyez, j'ai mis le premier esclave, le deuxième esclave, le troisième esclave. Attention que je ne parle pas de l'adresse des esclaves ici, je dis juste simplement que ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Je parlerai des adresses dans quelques instants. Alors, le tableau justement de ces 512 valeurs, dans la suite de l'opération, dans la suite de la vidéo, je vais l'appeler la trame, c'est comme ça qu'on appelle, donc la trame des données. Et il faut bien se rendre compte aussi évidemment qu'elle est envoyée au format binaire, elle n'est pas envoyée au format décimal. Il n'y a pas un 125 ou un 255 qui transite dans le câble, c'est bien cette valeur-là, mais au format binaire. Alors ici, vous avez la vue donc, de la slide que je vous ai présentée, mais un peu plus illustrée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la console, on voit un PC, donc qui sont le maître dans ce système-là, qui envoie en permanence ces 512 données et qui les envoie donc à tous les esclaves. Ici, on a quoi? Des lampes, on a une lyre ici en avant-dernier. Il les envoie à tous les esclaves. Donc, encore une fois, c'est très important. Tous les esclaves, toutes les lampes, tous les appareils qui sont dans cette même chaîne reçoivent bien l'ensemble des 512 valeurs. Elles peuvent être à 0, elles peuvent être à 200, à 120, peu importe, mais il y a 512 valeurs qui sont envoyées par le maître. Alors les Anglais, ils appellent ça donc un départ comme ça, donc de plusieurs lampes qui se termine par un bouchon qui est une résistance, ils appellent ça un univers. J'y reviendrai encore plus loin. Et ils appellent ça aussi ils décrivent cela comme étant une daisy chain. C'est un peu étonnant parce qu'une daisy chain, ça veut dire un collier de marguerite. Et en général, un collier de marguerite, ça se ferme, et donc ça devient une boucle. Or, le circuit DMX, c'est pas réellement un circuit, c'est vraiment une ligne en fait. Tous les appareils sont à la queue leu et ça se termine par une résistance de 120 ohms. Alors, pour comprendre la suite donc, de ce protocole, on va maintenant parler de quelque chose de très important, donc c'est l'adressage. Mais avant, il faut se rappeler une petite chose, de quoi a besoin une lampe pour fonctionner? Eh bien, une lampe, elle a besoin qu'on agisse sur ses paramètres à elle. Par exemple, la lampe que j'ai illustrée ici, là, elle a besoin qu'on lui donne 4 valeurs pour pouvoir afficher une luminosité et une couleur donnée. Ces 4 paramètres sont donc les caractéristiques fixées par le constructeur pour ce modèle de lampe. Donc dans le manuel de la lampe, vous allez pouvoir aller regarder et vous allez lire l'information comme quoi cette lampe a 4 channels, c'est-à-dire qu'elle a 4 paramètres. Quels sont ces paramètres? En l'occurrence, ici, c'est l'intensité de la lumière émise, une valeur pour la composante rouge, une valeur pour la composante verte et une dernière valeur pour la composante bleue. Remarquez au passage que les 4 valeurs
donc vont de 0 à 255. Ok ? Alors, comment ça fonctionne l'adressage? C'est assez simple en fait, avec la vue que je vous propose. Donc, on a notre lampe qui a ces 4 paramètres dont elle a besoin de recevoir une valeur, et je décide de lui donner l'adresse 11. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous rappelle que chaque lampe qui se trouve dans un circuit DMX reçoit l'ensemble de la trame, donc l'ensemble de ces 512 valeurs. Eh bien, le fait qu'elle ait reçu une adresse 11, la lampe se dit donc du coup, ah, je vais devoir aller chercher les 4 valeurs que j'ai besoin à partir de l'adresse 11 de la trame que je reçois. Donc, la lampe reçoit l'ensemble du tableau, mais ce qui l'intéresse, ce sont les valeurs en 11, 12, 13, 14. Donc elle va chercher les 4 paramètres dont elle a besoin à partir de l'adresse 11. En l'occurrence, ici, c'est 255, 125, 12 et 0. C'est ces valeurs-là qui, en ce moment, sont émises et que la lampe reçoit. Donc on pourrait définir l'adresse d'un appareil comme le numéro du paramètre sur les 512 qui sont envoyés en permanence, depuis laquelle l'appareil doit prendre ces valeurs pour remplir ses propres paramètres. On peut faire un autre exemple. Si maintenant j'avais donné à cette lampe l'adresse 503, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait eu? Eh bien, on aurait eu ceci. Donc, je donne l'adresse 503. La lampe a besoin de ces 4 paramètres. Eh bien, elle va les chercher dans la trame qu'elle reçoit en permanence. Elle va aller les chercher au niveau du channel 503. Alors, il se trouve qu'en ce moment, la trame, là, elle envoie un 236, un 195 en 12 et un 0, donc entre 503 et 506. Eh bien, elle va chercher ces valeurs et elle va les donner, les envoyer à ces 4 paramètres internes dont elle a besoin pour afficher quelque chose, une luminosité ou une couleur donnée. Donc, je rappelle la définition. L'adresse d'une fixture, c'est le numéro du paramètre sur les 512 qui lui sont envoyés, à partir desquels cette lampe va aller chercher ses valeurs pour remplir ses propres paramètres. Alors ici, avec ce que vous venez déjà de voir, on peut déjà entamer une petite réflexion et faire un quiz. Je vous propose, vous lisez les 4 questions, vous mettez en pause, vous essayez d'y répondre par vous-même, et puis vous écoutez les réponses que je vais donner à l'instant. Alors, est-ce que je peux donner n'importe quelle adresse à un appareil? Eh bien oui, du moment que cette adresse se trouve entre 1 et 512. Est-ce que plusieurs appareils peuvent avoir la même adresse? Eh bien oui, un appareil ne sait rien des autres appareils qui sont avant ou après lui dans le circuit. L'adresse que reçoit un appareil lui sert juste à aller chercher ses valeurs dans la trame DMX qui est envoyée en permanence par le maître. Alors, une autre question, est-ce que je peux donner l'adresse 509 à un appareil qui a besoin de 6 paramètres? Eh bien, la réponse elle est un peu modulée. En pratique, oui, mais alors l'appareil ne pourra lire que 4 valeurs. Pourquoi? Parce que si je donne l'adresse 509, j'ai premier paramètre en 509, deuxième en 510, troisième en 511 et le quatrième en 512. Comme la lampe a besoin de 6 paramètres, elle ne saura pas lire son 5e et 6e paramètre puisque le DMX s'arrête à 512 channels. Est-ce que je dois donner des adresses croissantes aux lampes qui se suivent? Non, vous pouvez donner n'importe quelle adresse à vos lampes et cela dans n'importe quel ordre. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que chaque lampe ne sait rien des autres lampes qui se trouvent avant ou après elle dans le circuit DMX. Elle ne sait rien des lampes qui se trouvent dans le même câble qu'elle. Alors, dans cette slide, je vous parle d'un petit problème qu'il faut essayer d'éviter, ça s'appelle le chevauchement. Mais avant de vous parler du chevauchement, je vais vous parler d'un cas qui peut tout à fait avoir lieu. Par exemple, vous avez 7 lampes, comme celles qui sont ici. Donc 7 lampes identiques, et vous désirez que ces 7 lampes, dans votre show de lumière, ces 7 lampes doivent toujours agir de la même façon. Donc elles ont le même comportement. S'il y en a une qui devient verte, il faut que les autres deviennent vertes, et ainsi de suite. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez faire de la superposition. C'est-à-dire que vous pouvez donner à toutes les lampes la même adresse, puisqu'elles sont identiques, et qu'elles vont toutes aller chercher
dans ce cas-ci, j'ai pris l'exemple de donner l'adresse 1, elles vont toutes aller chercher leurs valeurs en 1, 2, 3 et 4, donc elles vont agir de la même façon. Par contre, dans la suite ici, là, on a un petit problème. J'ai quoi? J'ai une lyre qui a besoin de 11 channels pour fonctionner, donc 11 paramètres, et je lui donne l'adresse 500. Et puis j'ai une lampe à 4 paramètres, et je lui donne l'adresse 503. Eh bien, si vous regardez bien, donc en 500, donc la lyre va chercher ses valeurs de 500 jusqu'à 510, et la petite lampe, elle va chercher ses valeurs de 503 jusqu'à 506. Eh bien, ici, j'ai un souci, parce que qui me dit que le quatrième paramètre de la lyre est compatible avec le premier paramètre de la lampe. Ça, par exemple, c'est à éviter. Donc, quand vous avez des appareils différents, il ne faut pas avoir des adresses qui se chevauchent. Donc, c'est vraiment à tenir en compte. Alors, une autre chose très importante, les appareils DMX ont souvent plusieurs modes de paramètres. On appelle ça des channel modes. Par exemple, la lampe que vous avez là sous les yeux, donc la Velleman VDPLP, elle a 2 channel modes. Elle a un 3 channel mode et un 7 channel mode. Quand vous la switchez en mode 3 channel mode, elle n'a besoin que de 3 paramètres, donc une composante rouge, verte et bleue pour afficher sa couleur. Elle n'a même pas besoin d'intensité. Donc ça veut dire que si je la mets en 3 channel mode et que je lui donne l'adresse 21, eh ben la lampe va aller chercher en 21 sa composante rouge, en 22 sa composante verte et en 23 sa composante bleue. Si maintenant je lui donne, si je la mets en mode 7 channel mode, eh bien vous allez voir du coup que c'est un peu plus complexe. Et là, plein de choses qui apparaissent. Donc bien sûr, j'ai encore des composantes de sa couleur, mais j'ai un dimmer général. Vous voyez, dans son 7e paramètre, j'ai un dimmer qui va de 0 à 255. Je vois dans son channel 6 qu'il apparaît plusieurs fonctions. Et là, j'attire votre attention sur un truc assez intéressant. Un canal peut contenir plusieurs fonctions. Et ces fonctions vont être activées en fonction de la valeur que le canal va recevoir. Donc si maintenant je donne l'adresse 1 à cette lampe et qu'elle est en mode 7 channel, elle va aller chercher dans le paramètre 6 de la trame qui lui est envoyée, elle va aller chercher sa valeur. Et si par exemple la valeur est de 40, eh ben, elle va activer une fonction de pulse. Une pulse qui va de 0 à 100%. C'est-à-dire que la lampe va partir de rien et va aller vers le 100. Puis redevenir nul jusque 100. Donc elle va pulser de 0 à 100%. Si maintenant je lui donnais la valeur 74, qui se trouve bien entre 64 et 95, elle va pulser différemment. Elle va d'abord afficher sa valeur 100% et puis diminuer vers 0%. Donc vous voyez, ce que je vous montre ici, c'est que on peut activer des fonctions en fonction de certains canaux qui peuvent être un peu spéciaux pour l'appareil qu'on a sous les yeux. Donc, d'où l'importance de toujours se référer au manuel. Alors, ici, dans ce cas-ci, une autre chose qu'il est important de bien avoir en tête, j'ai un exemple ici de lyre dont la rotation panoramique est de 540 degrés, donc elle fait plus qu'un tour complet. Et cette rotation comme ça, panoramique, on l'appelle le pan. Et donc vous devez bien comprendre que pour une valeur DMX qui va de 0 à 255, eh bien quand je parcours avec mon petit fader sur ma console de 0 à 255 pour ce paramètre, ben en réalité je parcours une étendue de 0 degré à 540 degrés. Donc si je veux savoir que vaut une unité en degrés pour cette lyre, ben je dois faire un petit calcul, une petite règle de 3. C'est pas compliqué. Donc si 255, je les divise par 255, j'ai une unité DMX ici. Eh ben, je dois faire la même chose pour 540 degrés. Je le divise par 255, ce qui fait 2,12 degrés. Donc je sais que par unité de DMX que j'avance, ma lampe ici, elle va tourner panoramiquement de 2,12 degrés. Je peux faire la même chose avec une lampe qui aurait un panoramique de 360. Et le tilt, qui est le basculement donc avant-arrière donc de l'objectif ici de la lampe, souvent ça va de 0 à 180, même chose, quand vous parcourez de 0 à 255, vous parcourez en fait de 0 à 180. Donc comment dire, ça peut paraître évident à certains, mais c'est toujours bon de le signaler dans une slide comme celle-ci. Alors, on va faire maintenant un exemple d'adressage.
Imaginez, vous avez un petit groupe de rock et vous décidez de vous occuper vous-même de la lumière et vous possédez 2 lyres qui fonctionnent en 5 channels ou en 13 channels et vous possédez 4 spots qui fonctionnent seulement en mode 4 channels. Comment est-ce qu'on va faire l'adressage de cela? Eh bien, on va commencer par s'intéresser donc au manuel de la lyre. On voit donc que cette lyre, dans le manuel, nous donne les détails donc pour un fonctionnement en 5 channel mode ou pour un fonctionnement en 13 channel mode. Il se trouve que j'ai envie d'activer certaines fonctions, que j'ai envie de faire certains trucs. Donc je vais choisir de mettre mes 2 lyres en mode 13 paramètres. Donc ça c'est encore une fois l'importance de consulter le manuel. Donc la lyre sera en 13 paramètres. Et je décide aussi autre chose, c'est que donc voilà, j'ai ma scène de rock, j'ai le groupe qui va être en plein milieu, et je vais disposer mes 2 lyres de part et d'autre, ainsi que les spots en hauteur, et je veux une certaine symétrie, je veux que les spots vont agir de façon symétrique, c'est-à-dire que si un spot se tourne vers la droite, l'autre spot va se tourner vers la gauche, et ainsi de suite. Et je veux la même chose pour les lampes, donc les 2 spots externes vont agir de la même façon, et les 2 spots internes vont agir aussi de la même façon. Donc voilà ce que j'ai besoin, le desiderata pour ma petite scène. Alors, comment je vais faire l'adressage? Eh bien, voici un exemple. Je peux donner l'adresse 1 à la première lyre, donc elle va aller prendre ces 13 paramètres de 1 à 13. Pour ma deuxième lyre, je vais lui donner l'adresse 14. Elle va aller prendre ces 13 paramètres de 14 à 26. Et pour mes 2 lampes externes, donc, je vais lui donner l'adresse 27, qui est le premier disponible, après le 26 ici, donc 27, 28, 29, 30. Et je donne la même adresse aux 2 extrêmes. Pourquoi? Parce que je veux qu'elles agissent de la même façon. Et les 2 spots internes, par contre, je vais leur donner l'adresse 31, 32, 33, 34. Donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ici une superposition pour les 2 lyres? Parce que j'ai dit que je voudrais que les lyres agissent en mode symétrique. Si maintenant j'avais décidé que les lyres faisaient exactement la même chose, c'est-à-dire que si une lyre regarde vers la droite, l'autre lyre regarde aussi vers la droite, donc si elle devait agir tout le temps de la même façon, il n'y a pas de souci, dans ce cas-là, vous aurez pu donner la même adresse aux 2 lyres, quoi. On aurait pu à toutes les deux leur donner l'adresse 1. Mais comme ici elles vont agir en symétrique, en tout cas c'est ce que je veux en tant que régisseur lumière, eh bien je dois les mettre dans des plages séparées. D'accord? Ici, je vous montre une autre possibilité d'adressage. J'aurais très bien pu commencer par les lampes extérieures, donc les spots extérieurs, je leur donne l'adresse 1. Les spots intérieurs, je leur donne l'adresse 5. Et puis après, donc, je décide de donner à ma première lyre l'adresse 10. Je ne suis pas obligé de donner l'adresse 9. Je fais un peu ce que je veux. Et puis je donne l'adresse 26 à la deuxième lyre. Je la fais commencer de 26 jusqu'à 38. Donc, vous voyez, il y a une certaine souplesse. C'est à l'éclairagiste de savoir, voilà, voici l'ensemble des éclairages dont je dispose, voici ce que je dois faire comme comportement, à moi de donner les adresses qu'il faut pour pouvoir contrôler ça, pour pouvoir contrôler mes appareils de façon efficace. On arrive maintenant à un chapitre intéressant, c'est comment est-ce qu'on configure l'adresse dans les fixtures. Alors il y a 2 façons très communes aujourd'hui. Soit l'appareil, la lampe, possède un menu digital à 4 boutons à l'arrière, et donc l'adresse est affichée avec un grand A ou avec un petit D. C'est assez facile, c'est même intuitif. Vous vous baladez dans le menu et dès que vous voyez un A ou un D, c'est que vous pouvez entrer l'adresse qui va varier seulement de 1 à 512, bien évidemment. L'autre possibilité, c'est avec une lampe qui aurait derrière un petit appareil qu'on appelle un dip switch. C'est un petit dispositif qui contient des bascules. Et il faut savoir que les 9 premières bascules donc, de ce dip switch va permettre de faire une combinaison binaire qui va pouvoir donner un nombre entre 0 et 511. D'accord? Pas de panique, je vais vous expliquer ça dans la slide suivante. Il faut juste savoir que 0, ce n'est pas une adresse, et que si vous n'avez que 9 basculants, vous allez voir pourquoi dans la slide suivante, vous ne saurez pas atteindre l'adresse 512. Mais voyons plus en détail comment ça fonctionne les dip switch. Donc, comment est-ce qu'on configure l'adresse d'un dip switch? C'est pas compliqué. Donc, vous en avez 9. Et chaque basculant a une valeur définie.
Comment est-ce qu'on calcule cette valeur définie? Eh bien, on calcule en faisant 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, jusque 2 exposant 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier basculant a une valeur de 1, le deuxième basculant a une valeur de 2, et ainsi de suite. Le septième basculant, il a une valeur de 64. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit là, ici. Chaque basculant représente une valeur définie, elles sont là, qu'il faut additionner pour arriver à la valeur de l'adresse voulue. Donc par exemple, ici, si je veux l'adresse 52 dans la lampe qui contient le deep switch, eh bien je vais lever le 32, je vais lever le 16 et je vais lever le 4. Donc je vais lever, pardon, je m'exprime mal, je vais lever le sixième basculant, je vais lever le cinquième basculant et je vais lever le troisième basculant. Pourquoi? Parce que leur valeur respective va faire 52. 4 plus 16 plus 32, ça fait bien 52. Un exemple facile. Si je veux donner à ma lampe l'adresse 3, eh bien je vais lever le premier et le deuxième basculant. Pourquoi? Parce que le premier basculant vaut 1 et le deuxième basculant vaut 2. 1 plus 2, ça fait 3. Si je veux donner l'adresse 145, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un 128, d'un 16 et d'un 1. Donc je vais aller lever le premier basculant. Je vais aller lever le cinquième basculant parce que ça vaut 16. Et je vais aller lever le huitième basculant parce que ça vaut 128. Et 1 plus 16 plus 128, ça fait 145. Alors, c'est quoi le truc si vous n'avez pas de quoi noter sous la main et que vous avez juste un basculant? Bien, c'est très simple, vous partez dans le sens inverse. Par exemple, ici, si vous décidez de donner l'adresse 368, d'accord? Bien, comment ça marche? Je parcours de gauche à droite et je vois que 256, ça rentre dans 368. Donc, je lève le basculant. Il me reste combien? Il me reste donc 368 moins 256, ça fait 112. Je dis pas de bêtises, hein, oui, c'est ça, 112. Alors, je parcours. Est-ce que 128 rentre dans 112? Non, donc je ne vais pas lever. Par contre, 64 rentre dans 112. Donc, je lève. Je soustrais 112. Je soustrais 64 à 112. Il me reste donc 64 à 112, ça fait 36. 36 et 12, ça fait 48. Alors, je parcours le suivant. Est-ce que 32 rentre dans 48? Oui. 32 rentre dans 48, donc je lève le basculant. Ensuite, 48 moins 32, ça fait 16. Eh bien, est-ce que 16 rentre dans 16? Oui, je lève le basculant. Voilà, j'ai su trouver facilement avec le basculant 5, 6, 7 et 9. J'ai les valeurs 16, 32, 64 et 256 qui s'additionnent pour donner la valeur 368. Il existe des petites applications sur Android qui vous permettent d'encoder l'adresse que vous voulez et l'application vous donne les basculants. Mais bon, vous savez le faire vous-même. Hein, il ne faut pas non plus être assisté pour tout. Quand on sait encore calculer et utiliser sa tête, c'est toujours une bonne chose de le faire. Le câblage du protocole DMX. Donc, pour relier les appareils les uns avec les autres, la première version de la norme disait qu'il faudrait au final 5 fils, une masse, un signal moins, un signal plus, donc le signal avec la valeur des données. Et il prévoyait de faire dans un premier temps une redondance de ces deux signaux. Et finalement, donc, ça n'a pas été fait. Donc on avait besoin pour l'instant, pour utiliser la première version de la connexion, pour permettre l'envoi du signal, que des fils 2 et 3. Alors évidemment, des constructeurs ont commencé à construire des appareils avec 5 pins, mais il y a aussi plein de constructeurs qui se sont dit, mais bon, si on n'utilise pas les deux autres pins, la 4 et la 5, pourquoi est-ce qu'on doit l'implémenter dans les appareils? Et c'est ce qui fait qu'on a vu aussi apparaître donc, des appareils avec seulement des broches XLR à 3 pins. Parce qu'on n'utilise qu'un data plus et un data moins. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec les deux, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Et en fait, la norme prévoyait de faire évoluer dans l'avenir le protocole en faisant par exemple répondre en retour les lampes. Donc les lampes enverraient des informations au maître pour donner leur état ou voilà, ou s'ils avaient des problèmes, etc. Donc pour faire une communication dans les deux sens. Donc ce ne serait plus unidirectionnel. Mais ça n'a pas eu lieu. Donc pour l'instant, le DMX est toujours unidirectionnel. Ça va du maître vers les appareils esclaves. Donc ici,
Vous avez un exemple de câble à 5 pins et un exemple de câble à 3 pins. Alors attention, donc ce sont bien des câbles XLR, mais il faut bien faire la différence entre les câbles XLR audio et les câbles XLR DMX. Les câbles XLR audio ont une résistance qui est beaucoup moindre que les câbles XLR DMX pour laisser passer plus facilement le signal audio, un signal musical. Et donc, c'est pas la même chose, un signal DMX aura une résistance plus élevée, et donc c'est mieux pour éviter des interférences ou des réflexions du signal qui reviendraient en retour lorsque le signal DMX arrive en bout de circuit, en bout de ligne. Donc, il faut faire attention, certains vendeurs vont vous vendre des câbles XLR audio, soi-disant aussi bons que pour l'XLR DMX, mais c'est pas un bon conseil. Donc évidemment, à cause du fait qu'on trouve des appareils à 5 pins et des appareils à 3 pins, donc il existe des adaptateurs de 3 pins vers 5 pins et de 5 pins vers 3 pins. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on va du 3 pins vers le 5 pins? C'est parce qu'en général, le premier appareil que l'on connecte dans un circuit, enfin dans une ligne DMX, c'est un appareil femelle. Donc c'est pour ça que je dis que ça c'est un adaptateur 3 pins vers 5 pins et ça c'est un adaptateur 5 pins vers 3 pins. Alors, ce slide est un peu complexe, mais il est quand même assez important, parce qu'il va vous expliquer un peu le détail de comment se transfèrent les datas. Alors, j'ai symbolisé quoi? Donc, j'ai un dessin de console, j'ai symbolisé une lampe, une fixture, donc qui a sa prise DMX mâle in et sa prise DMX femelle out, d'accord? Donc, j'en ai représenté deux. Et donc ici, donc, on a un connecteur femelle qui va rentrer dans le in de la lampe. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque j'aurai connecté tous mes câbles, en fait, vous avez une continuité. Par exemple, le fil rouge, une fois qu'il sera connecté, il sera continu de bout en bout jusqu'à la sortie. Et en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand la console, le maître, envoie sa trame de données, ce n'est pas un petit train de 0 et de 1 qui est envoyé. En fait, chaque bit va, je vais utiliser ce mot-là, chaque bit va flasher toute la longueur de la daisy chain. Donc, à un moment donné, il y a un 0, encore un 0, puis il y a un 1, et bien ce 1 flash toute la longueur de bout en bout. Puis on revient encore à un 0, et ainsi de suite. D'accord? Alors, comment ça c'est possible? Bien simplement parce que la norme définit une vitesse de transmission. Donc, si je connais la vitesse d'envoi, les appareils savent réceptionner comme il faut les flashs et les non-flashs pour récupérer la trame des 512 paramètres. En gros, on peut lire qu'on a une trame toutes les 23 millisecondes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre une résistance au bout? Eh bien, c'est très simple. Comme je vous expliquais qu'un bit flash toute la ligne à la fois, il arrive parfois que le courant qui est envoyé pour faire ce flash, eh bien, s'il n'y avait pas la résistance, il reviendrait en arrière. On appelle ça la réflexion. Et donc c'est embêtant parce que, regardez ici, si jamais j'envoie un 1, d'accord? Donc le bit ici flash toute la ligne, et puis j'ai un 0. Mais le problème c'est que le bit précédent va flasher, va faire une réflexion en retour et revenir. Donc le suivant, là, après le 1, ça va plus être vu comme un 0, mais il se peut que l'appareil en bout de ligne voie ça comme un 1. Donc la réflexion des multiples flashs des bits qui sont envoyés va gêner les dernières fixtures, les appareils qui sont en bout de ligne. C'est pour ça qu'on conseille qu'il vaut mieux mettre une résistance de 120 ohms entre les deux fils data plus et data moins, ce qui permet d'absorber vraiment tout le courant. Et comme le courant est absorbé, il n'y a quasiment pas de réflexion. Et donc du coup l'appareil, une fois que le signal, le flash du 1 est passé, il n'y a pas de courant qui revient. Si après c'est un 0, il va bien interpréter ça comme un 0. Donc c'est assez important cette petite résistance que l'on met en bout de ligne. Alors j'ai pas bien compris, dans certaines consoles, on a la possibilité d'inverser où est le data plus, où est le data moins. Il y a un switch derrière. Je n'ai pas compris pourquoi il y a ça. En général, la norme est bien précise. Donc ça m'étonne de trouver ça. Voilà. Si quelqu'un a l'explication, je veux bien les infos en commentaire, dans quoi ça peut servir. Alors ici, donc, une vue plus illustrée du câblage. Donc je représentais les câbles XLR par des traits rouges. Et donc, je vous le rappelle ici, c'est bien avec un connecteur femelle qu'on rentre dans le premier appareil de ma ligne DMX, de mon univers. Et à la fin, vous voyez, le bouchon qui contient une petite résistance de 120 ohms est mis sur le dernier appareil.
Alors ici j'ai dessiné une console, mais ça peut très bien être un ordinateur avec un adaptateur USB DMX. Et évidemment, vous voyez l'adaptateur USB DMX, comme celui que j'ai ici. Donc c'est bien un connecteur femelle qui va rentrer dans la prise mâle, le DMX-in, du premier appareil de la série du câble DMX. Alors, à propos de ces petits adaptateurs ici, donc ils sont chouettes parce qu'ils ne coûtent pas cher et ils vous permettent de connecter un PC via un port USB et de le ressortir avec un câble DMX femelle. Et ce que j'ai remarqué souvent, parce que j'en ai acheté deux, c'est que le petit CD ici, il contient les drivers que pour Windows 10. Et bizarrement, pas pour Windows 11. Bon, même si Windows 11 c'est une grosse daube, avec tous les bugs qu'on connaît et tous les problèmes d'ergonomie, bon, parfois on n'a pas le choix et on a un PC avec Windows 11. Et donc pour ça, j'ai quand même trouvé ici sur le site illumination.de. Ce site propose à cette page-là 3 drivers censés être OK pour Windows 11. Et chez moi, j'en ai bien un des 3 qui a fonctionné, qui m'a permis d'installer correctement ça sur Windows 11. Il y a juste un truc, c'est que je dois d'abord brancher le connecteur USB avant de lancer mon PC et de booter sur Windows 11. Voilà, peut-être que vous aurez le souci, donc c'est pour ça que c'est toujours bien de le savoir. Alors évidemment, ça, c'est très très bien, c'est très chouette, mais je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme une solution professionnelle. Si j'avais une grande scène à illuminer et à gérer, je ne pense pas que je partirais avec un truc comme ça. J'utiliserais plutôt une solution comme celle que vous voyez en ce moment sur le slide, donc une solution comme la société Entech, qui a quand même du matériel bien plus fiable, avec une sortie ici 5 pins, donc forcément parfois on vous vend l'adaptateur 5 pins vers 3 pins aussi. Et il y a aussi Sunlight qui fait beaucoup de bon matériel avec des sorties DMX. Bon, ça a exploré, mais évidemment le coût de ces appareils est beaucoup plus grand. Alors dans la norme, il y a quelque chose qui est indiqué d'assez important, c'est qu'il est dit dans la norme qu'il ne vaudrait mieux pas aller au-delà de 32 appareils, de 32 lampes. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a un risque que le signal DMX qui est envoyé ne soit plus suffisamment fort pour être lu correctement par les machines qui sont en bout de ligne DMX. Donc, en théorie, on pourrait très bien mettre 512 lampes à un seul paramètre, comme par exemple cette lampe-là, la ICANN SFB 150, c'est une lampe qui n'a qu'un seul paramètre DMX, qui est son intensité, enfin, on dit aussi sa chaleur. Eh bien, on pourrait très bien mettre, en théorie, 512 lampes à un seul paramètre, donc avec chacune, la première lampe, je lui mets le paramètre 1, la deuxième lampe, je lui mets le paramètre 2, la troisième lampe, le paramètre 3, et ainsi de suite jusqu'à 512. Mais par souci de bonne communication, c'est quand même une chose à éviter de charger 512 lampes sur une ligne DMX. Alors souvent vous verrez que c'est bon d'espacer les lampes, les adresses de ces unités. C'est pas obligatoire ça. Ça c'est quelqu'un qui a fait le calcul en se disant bon bah si c'est 32 appareils maximum que je peux mettre, eh ben 32 x 16 ça fait bien 512, donc je peux utiliser une plage de 16 unités par adresse, donc c'est-à-dire que je ferai la première adresse en 1, la deuxième en 17, et ainsi de suite, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez un appareil qui utilise 6 channels comme paramètre, ben, vous pouvez la mettre en 1 et la suivante en 7, il n'y a aucune obligation de ce point de vue-là. C'est quoi un univers dans le jargon des éclairagistes? Donc on l'appelle universe en anglais, c'est un mot que vous allez retrouver souvent dans les logiciels de gestion d'éclairage. Eh bien un univers c'est simplement un départ DMX depuis la console qui va partager la même trame de 512 paramètres, donc 512 channels, avec la limite théorique de 32 appareils qui sont chaînés en daisy chain. Donc c'est pour ça que j'ai symbolisé ici donc, la console et que j'ai symbolisé une trame qui se propage dans tout le circuit et que vous retrouvez aussi en bout de ligne et vous retrouvez aussi bien sûr la petite résistance terminale. D'accord? Donc un univers c'est une trame dans une seule ligne DMX. D'accord? Alors, c'est un peu embêtant le fait que le DMX soit comme ça, sous forme de disposition linéaire.
On aimerait bien parfois avoir plusieurs départs. On aimerait bien avoir devant sa scène un départ qui part vers les lumières plutôt à gauche, un départ qui part vers les lumières plutôt à droite, un départ qui part vers les lumières de l'avant-scène, un départ qui part par exemple pour les lumières en avant-plan, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien, il y a une solution. On pourrait être tenté d'utiliser un petit dédoubleur de câble comme celui-ci. Vous voyez, on part de 3 pins mâles et on va vers deux connecteurs femelles. Et bien ça, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que en fait, ce genre de duplication, enfin ce genre de bifurcation ici, ne va pas dupliquer correctement la trame des MX. Et au contraire même, ça va créer des interférences. Si vous avez une ligne ici qui est plus courte que l'autre, rien ne dit qu'un signal, un bit flashé qui va dans l'un ne va pas venir embêter et perturber les trames qui partent de l'autre côté. Donc ça, c'est à éviter pour dédoubler les lignes. Par contre, ce que vous pouvez utiliser, c'est un splitter, comme par exemple le splitter de la société Showtech que je dispose ici. J'en ai trouvé un en occasion pour une quarantaine d'euros. Eh bien, ça fonctionne vraiment bien. Je vais vous expliquer comment ça marche. Avec un petit suivant, donc avec un petit schéma. Donc vous avez ici les entrées et là les sorties. Et voyons comment ça se câble. On a notre console qui fait un départ DMX et qui envoie sa trame permanente de 512 valeurs. Le DMX le reçoit dans son entrée. Et qu'est-ce qu'il fait le splitter? Pardon, c'est le splitter qui le reçoit dans son entrée. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, si j'ai mis ici par exemple 4 départs, eh bien le splitter va ressortir la même trame qui est envoyée en permanence. Il va la ressortir sur les sorties qui sont câblées. Donc, on reste toujours dans le même univers. Donc, dans ce cas-ci, les différentes branches qui partent de là, c'est le même univers. Et en plus, le splitter permet quelque chose de sympa, c'est que je peux aller au-delà de la limite de 32 appareils. Pourquoi? Parce que le splitter va donner une amplification à tous les départs ici, à tous ces départs. D'accord? Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est la même trame de 512 paramètres qui est bien envoyée dans les 4 départs. Donc, si ici, dans cette trame-là, j'ai une valeur, je sais pas moi, un paramètre 10 où il y a une valeur de 200 par exemple, eh ben, tous les trames ici vont avoir à ce moment-là, dans leur paramètre 10, la valeur de 200, parce que la trame est vraiment dupliquée telle qu'elle. Alors, les splitters, ils ont encore aussi un autre avantage, c'est que je peux les chaîner, d'accord? Vous voyez ici, j'en ai mis un deuxième, donc le out de cette partie ici gauche du splitter rentre dans le in d'un deuxième splitter. Et il y a un avantage, un intérêt aussi si vous multipliez les splitters, c'est que je pense, j'ai lu ça en tout cas, je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais quand un splitter tombe en panne, la connexion ici, elle n'est pas rompue. Pourquoi? Parce que, j'ai symbolisé par la petite crolle ici, en fait il y a un lien filaire fermé ici, et donc même si le splitter tombe en panne, la trame est envoyée dans l'autre splitter. D'accord? Donc, évidemment, encore une fois, même quand j'en mets deux, je le dis toujours, c'est bien la même trame de 512 paramètres qui est partagée correctement entre les diverses branches. Donc, on est toujours ici dans le même univers. Alors, parfois, on a un problème. 512 paramètres, eh bien, c'est pas assez. Quand on a des scènes gigantesques, je sais pas moi, des luminaires d'un festival, parfois, c'est pas assez. Alors il faudrait qu'on ait plusieurs univers. Eh bien c'est possible d'avoir plusieurs univers. Par exemple ici, cette console ici, la Cham6 Magic Q, elle a derrière 4 sorties qui sont 4 départs DMX séparés. Donc elle peut aller jusqu'à 4 univers. Ici vous voyez j'ai représenté juste 3 départs, hein, donc j'ai fait en sorte qu'on utilise 3 univers. Et donc ça représente quoi 3 univers? Ça représente 3 trames de 512 paramètres chacune, et elles sont toutes différentes. Hein. Donc ici, je suis dans un univers donné, mais là, je suis dans un autre univers. C'est pour ça que j'ai symbolisé les trames de data avec des couleurs différentes, simplement pour que ce soit clair. Et donc, on a bien ici 1536 paramètres qui sont envoyés en permanence, mais en 3 paquets différents. Alors évidemment,
ce que j'ai dit sur les splitters dans la slide précédente, c'est valable ici. Donc cet univers ici qui propage la data symbolisée par la couleur bleue, eh ben, si j'ajoute des splitters, ça sera toujours le data symbolisé par la couleur bleue qui sera dupliqué parmi les branches. Même chose si je mets un splitter dans cette branche-là. Donc, la division en plusieurs univers, ça peut se faire à partir d'une console professionnelle comme la HM6, mais il y en a plein d'autres aussi, hein, comme celle-ci. Ou alors ça peut se faire à partir d'un PC qui a plusieurs départs USB et DMX. Ou alors depuis un appareil spécial comme celui que j'ai illustré ici, donc c'est aussi un appareil HM6, où on rentre avec un câble Ethernet ici à l'arrière, et on sait ressortir de ce côté-là avec 4 départs DMX, qui sont donc 4 univers. Les consoles DMX de base. Je ne pouvais pas faire une intro sur le protocole DMX sans parler de ce genre de petites consoles que l'on trouve très souvent un peu partout autour de nous et qui ont tous un mode de fonctionnement qui est très similaire et qui, vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre, donc ça vaut la peine de l'exposer ici. Il faut bien comprendre une chose, c'est que donc ces appareils ont le départ de la branche DMX avec toutes les lampes et les appareils que vous avez mis derrière. Il faut bien comprendre une chose, ces appareils-là, en fait, ils n'ont aucune connaissance interne du nombre d'appareils qui suit. Ils ne savent pas combien d'appareils ils sont, combien il y en a, quelles adresses ils ont. En fait, les consoles ne savent rien de ce qui suit dans leur départ. Par contre, le manipulateur, donc l'éclairagiste qui est aux commandes de cette petite console, lui, il est censé savoir qu'il a mis une lampe à l'adresse 10, qu'il a mis une lyre à l'adresse 23, qu'il a mis une machine à vapeur, à brouillard en 100, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'éclairagiste qui sait ce qu'il a mis. On va voir le principe de fonctionnement, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Comment ça fonctionne? Eh bien en réalité, une petite console de ce type, c'est quoi? Eh bien c'est tout bêtement un générateur permanent de trame DMX à 512 valeurs. C'est-à-dire qu'il y a la fameuse trame dont je vous parle depuis tantôt, qui envoie donc 512 paramètres qui ont chacun une valeur de 0,255, eh bien c'est ce genre de contrôleur qui l'envoie en permanence et qui va vous permettre bien sûr de donner vos propres valeurs à n'importe quel paramètre. Donc par exemple ici, les faders que vous voyez là, eh bien vous comprenez bien qu'ils vont aller tous de 0 à 255. Ok? Donc retenez bien, ça c'est un bête générateur de trame DMX. Alors comment est-ce qu'on peut modifier les valeurs de tel channel ou de tel channel? Comment est-ce qu'on prend le contrôle des channels? Eh bien c'est très simple. Souvent ces appareils ont sur la gauche 12 ou 16 boutons, ça dépend. Ici c'est un exemple avec 12 boutons. Et ils ont ici un bouton avec 2 plages. Quand la plage A est sélectionnée et que le bouton 1 est sélectionné, eh bien en réalité les 8 faders qui sont là vous permettent de donner la valeur de 0 à 255 des 8 premiers channels, donc de 1 à 8. Donc si vous avez une lampe qui a été mise en 5 et qui a 4 paramètres, c'est en cliquant sur le bouton 1 et la première banque que vous allez pouvoir agir sur ces 4 paramètres 5, 6, 7, 8, puisque je viens de vous dire que c'est dans le cas d'une lampe que dont vous avez donné l'adresse 5. Évidemment, si je clique sur la plage B, tout en étant dans le premier bouton ici, eh bien, c'est les 8 adresses suivantes que je vais pouvoir manipuler. Donc si j'ai mis une lampe à 6 paramètres en 9, eh bien, c'est avec les 6 premiers faders avec les 6 premiers faders que je vais pouvoir agir sur le channel 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ok ? Vous avez compris, c'est exactement le principe. Si je clique sur le bouton 2 et que je suis dans la plage A, j'attaque les 8 suivantes, et ainsi de suite. Si je clique sur la banque B, j'attaque les 8 suivantes de 25 à 32, et ainsi de suite. Ok? Donc, vous avez compris, par bouton, j'ai 2 fois 8 paramètres. Donc, si j'ai 12 boutons et 2 fois 8 paramètres, j'ai au total 12 fois 16 channels. Ce genre de console, tel que vous voyez ici, ne vous permet seulement que d'agir sur les 192 premiers paramètres. C'est toujours bon à savoir. Et d'ailleurs, ce mot 192 se retrouve souvent dans le descriptif du modèle que vous achetez.
Et effectivement, 192 channels sur les 512 disponibles, c'est pas beaucoup. Donc vous pouvez bien vous dire que ce genre de console, finalement, ça sert surtout pour des toutes petites scènes. Hein, donc vous n'avez pas besoin de plus de 200 paramètres. Alors c'est quoi un réglage de scène? C'est une autre chose qui est très pratique à faire avec ce genre de petit appareil. Donc, imaginons que vous êtes devant votre console, vous avez tout installé, vous connaissez les adresses et vous faites un certain réglage. Donc, voilà, vous savez que voilà, ce réglage-là, paf, c'est une très belle illumination, c'est comme ça que je veux que ce soit illuminé. Eh bien, vous avez l'occasion d'enregistrer ces valeurs dans une scène. Je vous passe le détail parce que ça, c'est propre à chaque petit appareil. Vous enregistrez dans une scène la valeur que vous venez de paramétrer. Et évidemment, plus tard, vous êtes devant votre console, vous voulez rapidement rappeler ces réglages, il vous suffit de cliquer, dans ce cas-ci, dans l'exemple que je vous ai donné, sur le bouton de la scène 7, et l'appareil va émettre les valeurs telles que vous l'avez enregistré lorsque vous avez consolidé tout ça dans la valeur de la scène 7. Même si les faders sont à 0, c'est bien ce qui a été enregistré qui va être envoyé dans la trame, d'accord? Évidemment, dès que vous touchez un fader, paf, c'est le fader qui prend la main sur la valeur enregistrée. Hein. Donc, en général, elles fonctionnent toutes de cette façon. Cette slide va me permettre de parler de quelque chose qui va paraître évident à certains d'entre vous et moins évident à d'autres personnes. C'est pour ça que je vais en parler ici. Donc, quand on a un show de lumière avec des effets d'animation, avec une succession de divers shows, avec des synchronisations diverses, avec des mouvements symétriques, avec des chasers, par exemple. Un chaser, c'est quand vous avez 10 lampes, la première s'allume et s'éteint, puis c'est la deuxième qui s'allume et s'éteint, et ainsi de suite. Et donc on a l'impression qu'il y a une boule qui va de gauche à droite sur 10 lampes différentes. Donc toutes sortes d'effets comme ça, assez complexes. Mais il faut bien vous dire que ce n'est pas au niveau même du protocole DMX que c'est géré. On gère ce genre d'effets complexes à un niveau supérieur, donc dans une couche logicielle. C'est pour ça que j'ai dessiné ici donc un ordinateur avec son petit logo de software. C'est bien au niveau d'un programme que vont être faits, programmer, conceptualiser les shows. Et c'est seulement ensuite que le programme va envoyer tout ce qu'il faut comme paramètres pour que cela se concrétise réellement dans les lampes. C'est pour ça que j'ai dessiné ici mes petits symboles de trame DMX. Donc si tout ça forme un seul univers, eh ben, au niveau du logiciel, on gère les effets spéciaux, les mouvements, les synchronisations, les mouvements symétriques, mais au final, c'est envoyé par des valeurs DMX, donc la fameuse trame 512 dont je parle depuis tantôt, qui est envoyée dans tout l'univers en question. Voilà, ça me semblait important de le dire, bien avoir conscience de ça. Alors, à propos de logiciels, il y en a deux qui sont gratuits, qui sont très sympas. Il y a Freestyler, qui commence à dater un peu, mais qui est encore utilisable. Et il y en a un qui me plaît, moi, beaucoup, c'est QLC+, parce que lui, il est vraiment open source, contrairement à Freestyler, qui, je pense, n'a pas les sources. Mais QLC+, a les sources. Il est disponible sur Windows, bien entendu, et sur Linux aussi. Je crois qu'il n'est pas disponible sur Mac. Et donc, il est vraiment très chouette, parce qu'il vous permet de faire plein de choses. Notamment, il vous donne à votre disposition, moyennant un câble, un adaptateur USB DMX, il vous donne à votre disposition une console complète dans laquelle vous pourrez paramétrer les 512 valeurs de la trame si vous ne gérez qu'un seul univers. Et encore plein d'autres choses, dont notamment par exemple la création, le rendu en 3D de votre univers. Donc vous pourrez très bien construire votre show en sachant que vous ayez telle lampe, tel lyre, etc. Vous pourrez vraiment constituer ça et voir ce que ça donne au sein même de la représentation 3D du logiciel. C'est vraiment un must et je ferai peut-être une vidéo une fois que j'aurai bien parcouru tous les détails du logiciel. Alors pour commencer, donc, si vous disposez de quelques lampes DMX et de quelques câbles DMX, vous pouvez commencer avec un simple petit ordinateur, un petit câble comme ça, et le logiciel QLC+, et c'est parfait pour vous initier. Maintenant, si les lampes sont trop chères, que vous voulez vraiment vous y mettre, vous pouvez acheter des petites cartes qui sont très sympas aussi. Et en fait, cette petite carte ici, telle que vous la voyez là, c'est quoi?
Ben, c'est bêtement une lampe équivalente à un appareil DMX. Il y a bien une entrée in et out. Je n'ai représenté qu'un seul fil, hein. Je n'ai pas représenté les 3 fils ici. Donc j'ai bien une entrée DMX in, une entrée DMX out. J'ai bien donc l'alimentation de la carte. J'ai bien une sortie vers des strips de LED qui vont recevoir les composantes RGBW. J'ai bien le deep switch qui me permet de donner une adresse bien précise à cette lampe quelque part. Et donc voilà, ici c'est une carte à 4 channels parce que donc je vais pouvoir donner 4 paramètres R, G, B et W. Évidemment, ici vous voyez bien, vous devrez peut-être un peu bricoler un câble XLR DMX pour pouvoir entrer les 3 fils séparément dans chaque pin. Peut-être pas abîmer le connecteur femelle de votre adaptateur, mais le faire sur un câble à part. Et donc ça permet vraiment donc de prendre très facilement en main. Vous pouvez même mettre des petites LED ici si vous n'avez pas de strip LED. Enfin, il y a vraiment moyen de chipoter avec ça. Et évidemment, celle en dernier, vous branchez entre le D+, et le D-, vous branchez une résistance de 120 ohms. Alors, le DMX 512 est aussi parfois utilisé en éclairage domestique. Donc le protocole est là, ben, il y a des appareils niveau domestique qui l'ont appréhendé. Et donc par exemple ici ce petit boîtier de la marque Lumini PS DMX D39624, eh bien il fait quoi ce boîtier? Vous allez voir, vous allez retrouver tous les éléments que j'ai exposés dans les slides précédents. Vous avez un DMX contrôleur qui va envoyer une trame, donc ce truc va vous permettre de contrôler sans doute via vos boutons, vos interrupteurs ou peut-être une application, va vous permettre d'envoyer finalement une trame, la fameuse trame de 512 paramètres, dans un connecteur in, et cette trame va ressortir dans un connecteur, dans un DMX out. Vous voyez aussi qu'ils ont déjà prévu les 5 entrées, même si la norme pour l'instant n'utilise que les 3 fils sur les 5 de prévus. Donc vous avez évidemment l'alimentation de la lampe, qui va permettre d'alimenter à la fois le mécanisme et à la fois les départs lumineux. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ce boîtier permet 3 départs, D1, D2, D3, de 4 composantes RGBW. Donc il y a fort à parier que cet appareil-là, finalement, fonctionne avec 12 channels, 3 x 4. C'est-à-dire que par exemple, si je donne l'adresse 21 à ce boîtier, eh bien, de 21 à 24, je vais pouvoir gérer les 4 premiers paramètres. De 25 à 28, les RGBW suivants. Et de 29 à 32, les 4 suivants. Alors, je suppose, parce que j'ai été consulter la notice technique de cet appareil, je n'ai pas trouvé le détail des canaux. Il est possible que les 3 x 4 départs RGBW ici n'agissent que comme 4 channels. Donc quand c'est comme ça, quand la notice ne donne pas suffisamment de valeur, d'infos, ben il n'y a pas 36 solutions, vous devez passer par un test et voir comment ça réagit avec un contrôleur. Alors vous remarquez aussi que je peux en mettre plusieurs en suivant, et ici ils disent bien, exactement comme tout ce qu'on a vu précédemment, que le dernier décodeur DMX, donc ça ils appellent ça un décodeur DMX, eh ben, doit recevoir une petite résistance de 120 ohms entre le DMX plus et le DMX moins. Donc c'est vraiment tip top pareil que tout ce que vous avez vu, et c'est utilisé en éclairage domestique. Voilà, ben ceci termine ma vidéo qui vous a initié au DMX 512. J'espère vraiment que j'ai fait une vidéo claire et pédagogique. J'espère vraiment que vous avez tout compris. En tout cas mieux que dans les autres chaînes. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et de toute façon, voilà, si vous voulez faire un commentaire pour me dire que ça vous a plu, ben moi ça me fait très très plaisir. Et j'arrête cette vidéo ici. Je vous dis salut et à la prochaine vidéo.